Bienvenue à tous dans votre émission spéciale Club de la Presse. C'est un numéro assez spécial car aujourd'hui on parle de la campagne Triple 20. Il s'agit des 20 ans de la création du Centre national de presse Norbert Zongo. Ensuite, les 20 ans de l'assassinat de Norbert Zongo. Et enfin, les 20 ans de contribution du Centre national de presse Norbert Zongo dans la lutte pour la démocratie au Burkina Faso. Et pour en parler, nous avons différents invités. Jean-Claude Méda, il est le président d'honneur de l'AJB, l'Association des journalistes du Burkina, représentant également le Centre national de presse Norbert Zongo. Bienvenue dans cette émission. Merci. Nous avons également Bassolma Bazier, le secrétaire général de la CGTB et vice-président du CODEMPP, collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Bienvenue. Merci. Germain Nama Bitiou, ancien ami et collaborateur de Norbert Zongo. Il est aussi le directeur de publication du journal L'Événement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Merci, Albert. Enfin, Maître Prosper Farama, avocat dans le dossier Norbert Zongo. Bienvenue, Maître. Merci. Et pour animer cette émission, j'ai à mes côtés Boukari Ouoba. Il est journaliste, rédacteur en chef du journal Mutation. Bienvenue, Boukari. Merci, cher confrère. Et nous n'allons pas oublier également ce public chaleureux qui nous accompagne pour cette émission. C'est un public composé des étudiants de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, département de communication et journalisme. Et puis, on a aussi les élèves stagiaires de l'ISTIC, l'Institut des sciences techniques de l'information et de communication. Soyez les bienvenus dans cette émission. Alors, pour commencer cette émission, nous allons donner la parole à Jean-Claude Méda, le président d'honneur de l'AJB et le représentant du Centre national de presse Norbert Zongo, pour nous raconter la genèse du Centre national de presse Norbert Zongo. Le Centre national de presse Norbert Zongo, au départ, a été conçu par les trois organisations qui l'ont créé, à savoir l'Association des journalistes du Burkina, AJB, la Société des éditeurs de la presse privée, CEP, et le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, SYNATIC, comme un centre qui devrait abriter leur siège. Au Burkina, ici, il n'y a que les différentes organisations, souvent de la société civile, n'ont pas de siège, ou du moins leur siège, c'est le lieu de travail du premier responsable. Si bien que quand le premier responsable est muté s'il est un fonctionnaire ou s'il a quitté une entreprise où il travaillait, s'il est du secteur privé, du coup, il n'y a plus donc d'adresse fixe pour ces organisations. Et c'est le cas à l'époque pour ces trois organisations, d'où le souci d'avoir un local qui leur servirait de siège. Ensuite, en tant que journalistes qui savons ce que c'est qu'un centre de presse, ils ont pensé qu'il fallait, dans le cadre de ce centre-là, en faire un lieu de rencontre et d'échange entre les journalistes, un lieu aussi de formation et d'élévation de leur culture générale, et également un lieu où les différents confrères qui viendraient au Burkina puissent savoir où rencontrer les journalistes. Malheureusement, dans la quête pour avoir ce local auprès donc, de l'État, ils se sont butés sur des refus qui ne disaient pas son nom. Dans un premier temps, le ministre, un des ministres, Yenkilmité, qui était donc en service à l'époque, a estimé que
si ces différentes associations trouvaient un local, ils pouvaient en tout cas intégrer, et lui, il allait prendre l'arrêté qui leur servirait de siège. Les démarches étaient en cours quand on l'a, dans un remaniement ministériel, on l'a enlevé. Celui qui est venu, Somda Claude Nourikyo, a pris en charge le dossier et, à notre grande surprise, il nous fait dire un jour qu'il n'est pas en mesure de nous donner un local parce que cela n'est pas de son ressort, mais du ressort du ministère de l'économie. Donc notre quête était pratiquement en berne quand Mahmoudou Ouedraogo est arrivé, et c'est là les choses qui sont curieuses. Lui, ministre de l'Information, il a octroyé le local qui sert actuellement de siège. Donc c'est ainsi qu'on a pu avoir le siège. On l'a inauguré le 3 mai 1998 et le 13 décembre, Norbert est assassiné. Et le centre, dès ce jour-là, a été un point de ralliement de beaucoup de personnes et de la foule qui ont accompagné Norbert Zongo au cimetière. Et par la suite s'est constitué le collectif contre l'impunité, c'est-à-dire la coalition des organisations démocratiques et des partis politiques, et qui ont à chaque fois tenu leurs réunions dans le cadre de commémoration du 13 décembre, a donc tenu à chaque fois ces réunions et continue de le faire. On nous apprend également que Norbert Zongo était aussi au début de la création de ce Centre national de presse Norbert Zongo, avant même sa mort. Est-ce que vous confirmez? Je le confirme en ce sens que tout au début, au moment où nous avons commencé la lutte et la pétition pour comment on appelle ça là, pour qu'on relise le code de l'information, le responsable de l'association, de la CEP, était Patrick Ilboudo, paix à son âme, et donc qui a accompagné, et effectivement Norbert est venu après nous rejoindre dans cette quête pour le siège et le Centre national de presse. D'accord. Germain Amabitiu, vous êtes un ancien ami de Norbert Zongo, collaborateur également, aujourd'hui directeur de publication de l'événement. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote de Norbert Zongo, ce que vous avez eu à faire ensemble, et est-ce que vous avez une histoire peut-être les derniers jours avant sa mort? Ben, vous me prenez un peu au dépourvu s'il s'agit de raconter des anecdotes. Ce que je peux vous dire... Une seule anecdote. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que c'était un passionné de la chasse. Avant même qu'il n'ait son ranch à la Sicile, on allait ensemble. Moi, j'avais une babi, comme on appelle ça, une Citroën. On prenait la Citroën, on sortait pour bousser. Et puis, on traversait les champs pour tirer sur les oiseaux, c'est-à-dire les perdrix et autres. Et moi, j'étais au volant, à travers les champs, et lui, il était là, juché sur la babille, et il tirait sur les perdrix. Alors, Norbert était très, très adroit. Je ne l'ai jamais vu rater un animal. Chaque fois que nous sommes sortis et qu'il a pris son fusil, il a toujours abattu quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté. Je n'ai pas été étonné lorsque, à force, effectivement, de détermination, il a pu avoir auprès du ministre de l'Environnement son ranch de la Sicile, parce que vraiment, il y tenait beaucoup. Voilà à peu près une histoire que je peux vous raconter nous concernant. Mais cela, c'était bien avant sa mort. Ce n'est pas en 98 du tout, c'était bien avant ça. D'accord. Alors, pour vous, la présence du Centre national de presse Norbert Zongo aujourd'hui dans l'univers des médias, quel est son rôle fondamentalement pour vous? Mais ça joue un rôle extrêmement important, en ce sens que c'est un lieu de retrouvailles, n'est-ce pas, des confrères. Jean-Claude a expliqué qu'un certain nombre d'organes et même d'associations n'avaient pas de siège. Le centre
permet de pallier justement cette difficulté. Et je crois aussi qu'avec un certain nombre de facilités qui existent dans le centre, ça a permis aux confrères, aux jeunes confrères notamment, de se documenter et d'avoir en fait des matériaux pour améliorer leur pratique professionnelle. Donc le centre, c'était vraiment quelque chose d'important qui est intervenu dans l'environnement médiatique de notre pays. D'accord. Alors, Boukari Ouba. Une question à Bassol Mabazier qui représente ici le collectif, mais aussi le secrétaire général de la CGTB. Jusqu'à une certaine époque et même jusqu'à aujourd'hui, les syndicats ont beaucoup contribué à l'histoire de ce pays en matière d'acquis sur le plan démocratique et des libertés. Comment vous appréciez la naissance d'une structure qui doit regrouper des journalistes d'abord pour améliorer leurs propres conditions de vie et de travail, mais aussi l'impact qu'ils peuvent apporter d'une manière générale à l'ancrage démocratique d'un pays? Pour commencer, je tiens au nom de l'ensemble des dirigeants du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques à rendre un hommage vibrant à l'ensemble des dirigeants de ce collectif qui ne sont pas en vie aujourd'hui. Je veux citer par là le professeur Joseph Kizerbo, je vais citer Justin Koulibaly, André Tibiri et bien sûr bien d'autres camarades, pas en les négligeant que j'omis leur nom. Nous tenons en tout cas à nous incliner de façon très respectueuse devant leur mémoire. Nous tenons également à saluer la mémoire de la maman de Norbert Zongo et féliciter l'ensemble de sa famille pour le courage qu'ils ont eu à tenir et permettre à travers leur comportement à ce que la lutte se mène jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est pas simple. Et l'ensemble des journalistes à travers le monde, les démocrates, les progressistes, qui nous ont soutenus, nous tenons aussi à leur signifier notre reconnaissance. Et si j'ai bien compris votre question, vous voulez bien parler du CODEMPP ou du syndicat des journalistes. Je vais parler de la contribution qu'une structure de journalistes peut apporter à la lutte que vous, en tant que syndicaliste, vous menez déjà. Merci bien. Je pense qu'une structure de journalistes, son apport à la lutte que les organisations syndicales mènent, et il faut dire que les structures que j'ai connues au niveau des journalistes, c'est d'abord des organisations de défense des droits humains, même si ce sont des organisations appelées organisations de journalistes. Et toute organisation sérieuse qui a des préoccupations, qui doit recenser l'ensemble des préoccupations en lien avec les conditions de vie, avec la protection, avec l'accompagnement, avec la sécurité qui doit entourer les uns les autres. Je parle de la sécurité physique, mais de la sécurité aussi psychologique, pour que l'intéressé puisse s'investir et aller dans la voie de la vérité, éduquer, sensibiliser, informer et défendre. Ce n'est pas une voie qui est assez simple. Je pense que les dévanciers, ceux qui ont pris la parole, viennent de le dire. Le doyen Meda a parlé des tentatives de caporalisation de leur organisation. Mais je peux tout simplement dire que c'est déjà salutaire que dans ce milieu de répression, dans un environnement qui est démocratique peut-être de façade, mais dans le fond autocratique, dès lors qu'une personne arrive à se dégager et prendre toutes ses responsabilités en main pour défendre le bien-être, l'intégrité, la liberté, la dignité humaine, c'est salutaire, à quelque niveau que ce soit. D'autant que pour faire cet engagement, il faut d'abord se dire qu'au-delà de la répression physique qui pourrait tomber sur vous, au-delà de la répression professionnelle, au-delà de la répression que toute votre famille peut subir, votre vie tout entière peut y rester. Ça veut dire qu'on peut vous réprimer jusqu'à la mort. Donc quand on prend de façon consciente et on détermine la lourdeur de ses responsabilités, et malgré tous ces dangers en face, on arrive à avancer, je pense que c'est ça qui est le dénominateur essentiel et salutaire d'un être humain. Parce qu'il appartient à tout un chacun de déterminer ses missions, de les assumer ou de les trahir. Toujours est-il que nous avons dit au niveau du mouvement syndical, pour ceux qui aiment trahir, pour ceux qui ne veulent pas lutter, parce qu'il y a la répression, parce qu'il y a la mort, vous n'allez pas pouvoir de toute façon éviter la mort. Nous disons que dans la société, il y a deux façons de mourir. Mourir et vous amener au cimetière et vous enterrer, ça peut être plus digne que de ressembler à un être vivant qui respire, qui déambule à travers la société, mais qui n'est pas capable d'être moralement un exemple. De ce point de vue, c'est très important.
Donc, dans ce sens, il est tout à fait normal qu'on comprenne qu'un journaliste, voilà pourquoi au niveau de la Confédération générale du travail du Burkina, notre couleur, notre drapeau, c'est le rouge. Le rouge qui signifie le sang versé à travers le monde par les ouvriers pour défendre la dignité, la liberté, l'intégrité, l'approfondissement de la démocratie. Et quand on tient ce drapeau, on doit comprendre que l'impérialisme, la bourgeoisie, toutes les armes, que ce soit l'empoisonnement, que ce soit tiré sur vous de façon physique, toutes les armes sont orientées vers votre personne. Et pour terminer, je dis malgré ces armes qui sont orientées, la question qu'il faille chaque matin se poser, est-ce à supposer même que je mourrais dans cette bataille, est-ce que ma vie vaut mieux que ceux qui sont au cimetière? Donc voilà pourquoi c'est un idéal. On doit vivre pour un idéal. Accepter périr pour un idéal, pour pouvoir vivre longtemps et pérennement tel que Norbert Zongo est en train de vivre. Vous écoutez ou vous suivez cette émission, le Club de la Presse, spéciale émission, triple 20 ans de création du Centre national de presse Norbert Zongo, 20 ans de l'assassinat de Norbert Zongo et 20 ans de lutte pour la démocratie au Burkina Faso. Avant de donner la parole au public pour poser une question, Maître, nous sommes à vous. Maître Prosper Farama, on sait que le dossier Norbert Zongo, ça fait 20 ans aujourd'hui, et sous la transition, on a quand même vu des rebondissements avec la réouverture du dossier. Tout dernièrement, l'actualité nous apprend qu'en France, François Compaoré, qui est cité comme commanditaire également de l'assassinat, est arrêté par la justice française. Le débat est sur l'extradition ou pas de François Compaoré. Tout dernièrement, on a vu ce que la justice a décidé et on attend encore de voir dans les jours à venir. Vous êtes avocat dans le dossier Norbert Zongo. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui qu'il y a l'espoir, le bout du tunnel n'est plus loin? Merci. Je pense qu'il y a un leitmotiv qui a guidé tous ceux qui ont œuvré dans ce dossier, à commencer par les avocats et évidemment tous les Burkinabés. C'est l'espoir. Le mot fondateur de cette lutte-là, je pense, si on s'en souvient, c'est l'espoir. Il faut se souvenir qu'en 1998, quand mourait Norbert Zongo et que cette lutte était entamée par le vaillant peuple du Burkina, personne, absolument, à part les Burkinabés, je crois, ne rêvait qu'un jour on en arrive à une situation où on en soit à discuter de l'extradition du petit président. Entendez par là François Compaoré. Parce qu'on était à une époque où l'impunité était régnante et que dans même l'imaginaire, je pense, de ceux qui étaient au pouvoir, à commencer par Blaise Compaoré lui-même, jamais ils n'auraient à répondre des actes qu'ils avaient commis, notamment de cet odieux acte. Donc évidemment, oui, il y a l'espoir. Alors, mais on sait bien qu'il y a un de ces avocats qui dit qu'il va intenter, il va poser plainte contre le doyen des juges burkinabés, le juge Gerbo. Est-ce que pour vous, c'est une digression ou c'est un élément qu'il faut prendre en compte avec tout le sérieux? Je crois que déjà, il faut... parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés une grande majorité de Burkinabés qui, au moment des faits, étaient encore jeunes. Ça fait 20 ans, c'est toute une vie. Je pense que quand je regarde parmi les invités ici présents, je vois que certains déjà étaient peut-être à l'école primaire. Il faut savoir que l'avocat dont il est question, il faut savoir déjà qu'il a une histoire avec le Burkina. Maître Pierre-Olivier Sûr n'est rien d'autre que l'avocat de la famille Compaoré. Déjà à l'époque des faits, lorsque ce dossier avait commencé, il avait été amené ici au Burkina, envoyé en mission. Je me rappelle sur le plateau de la TNB, il avait dit ceci, de la télévision nationale, qu'il était curieux qu'une plainte ait été déposée pour la recherche de la vérité de la mort de Norbert Zongo à un moment donné où se préparaient des élections. Ça vous donne une idée de quel genre de personnalité c'est. Quel rapport y a-t-il entre une plainte et des élections? Il est dans son rôle. Son rôle, c'est de défendre les intérêts de la famille Compaoré. Ce qu'il dit, moi je l'ai entendu, mais je n'ai rien entendu de juridique qui permet de nous dire aujourd'hui que l'extradition de François Compaoré ne peut pas être possible vers le Burkina. Rappelons que François Compaoré, jusqu'à preuve du contraire, est un Burkinabé. Est-ce que François Compaoré sera extradé? Moi, je ne suis pas la justice française. J'espère bien qu'il sera extradé. Je pense même que pour son honneur propre, il devrait ne même pas attendre d'être extradé. Il devrait venir répondre devant la justice de son pays et dire ce qu'il sait de cette affaire. S'il n'y est pour rien, je ne sais pas pourquoi il se débat autant, pourquoi il se démène autant pour ne pas venir dans son propre pays et s'expliquer et prétendre qu'on l'accuse
pour des raisons politiques. Maître Farama, comment est-ce qu'on peut résumer aujourd'hui le dossier Norbert Zongo au plan de la justice? Il se résume à quoi? Oui, très simplement. Il y a une enquête en cours devant un juge d'instruction, c'est-à-dire chargé donc de rassembler les éléments nécessaires permettant d'aller vers un jugement. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont été inculpées, dont, je pense, de ce que la justice nous a informé, François Compaoré lui-même, d'où la demande de son extradition. Il faut aussi, je pense, pour cerner mieux ce dossier sur le plan judiciaire, avoir à l'esprit les origines de cette affaire. L'assassinat de Norbert Zongo est intimement lié à une précédente affaire déjà jugée. C'est l'affaire David Ouedraogo, dont je pense que certains d'entre vous en connaissent les tenants et les aboutissants. David Ouedraogo était un chauffeur de François Compaoré, et motif tiré du fait que la famille Compaoré, notamment de François Compaoré, aurait perdu une somme d'argent évaluée officiellement à l'époque à 10 millions de francs CFA, 17 millions, merci, de francs CFA. Il a fait, à l'époque, interpeller non seulement David Ouedraogo, mais d'autres Burkinabés à son service par le régiment de sécurité présidentielle, ce qui est aujourd'hui le régiment de sécurité présidentielle. Ils ont été mortellement torturés. Il faut savoir que l'un d'entre eux a été brûlé, vif, passé sous la flamme comme, je ne sais pas comment ça se dit, un méchoui, comme on fait un barbecue à la flamme. Il a été sauvagement brûlé. Il n'a dû sa vie sauf qu'à, je crois, un transfèrement en Europe pour des soins de rattrapage. Et c'est dans cette torture-là que David Ouedraogo a trouvé, suite à cette torture, que David Ouedraogo a trouvé la mort. Et Norbert Zongo ayant été informé, il faut dire qu'à l'époque, c'était principalement, il faisait partie des empêcheurs de tourner en rond pour le régime, a commencé son enquête. Et puis, il s'en est suivi ce que tout le monde sait. Mais déjà, sur cette même affaire, David Ouedraogo, je crois que les poursuites avaient été abandonnées contre François Compaoré. Comment vous expliquez, s'il n'avait pas été poursuivi dans l'affaire David Ouedraogo, qu'aujourd'hui, on puisse le poursuivre dans une affaire qui est connexe, qui serait la conséquence de l'affaire David Ouedraogo? Bon, je pense que juridiquement, ça peut s'expliquer. Même si, de notre avis, il aurait dû être poursuivi dans l'affaire David Ouedraogo, parce qu'il était quand même le donneur d'ordre. Bon, mais ne faisons pas d'amalgame. Concentrons-nous pour le moment sur l'affaire Norbert Zongo. Ce qui nous intéresse dans l'affaire Norbert Zongo, pourquoi il est requis que François Compaoré s'en explique? Il faut savoir que toutes les pistes mènent à François Compaoré. Je ne vais pas dévoiler des informations liées donc, à l'instruction parce que le dossier étant couvert par le secret, l'instruction. Mais il faut savoir que depuis l'époque de la première instruction ouverte qui avait été abandonnée, il y a eu des témoignages pour dire très clairement que François Compaoré les aurait, parlant de deux personnes qui avaient eu un contact avec lui, les aurait approchés et leur aurait demandé de témoigner, de faire, si vous voulez, un contre-témoignage pour démentir tout ce qui se disait par rapport à David Ouedraogo, qui, rappelons-le, refutait, évidemment, avoir volé de l'argent dans la famille Compaoré. Et que, contre de l'argent, il devrait témoigner dans le sens d'étouffer, en fait, cette affaire. Je n'entrerai pas dans les détails, je vous dis, il y a le secret de l'instruction qui m'empêche de le dire, mais je parle de faits qui ont déjà été portés à la connaissance du public, déjà dans la première vie de ce dossier, c'est-à-dire dans la première instruction. Donc, de ce point de vue, il est évident que François Compaoré est lié à ce dossier. Et la moindre des choses, c'est qu'il s'en explique. D'accord. Justement, ce public d'ailleurs qui se manifeste, on va donner la parole précisément aux élèves stagiaires de l'ISTIC pour poser une question à nos invités. Oui, vous vous présentez. Je suis Romain Sanouidi de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Et merci pour les différentes interventions qui inspirent autant de questionnements que d'inquiétudes. Et notre première préoccupation va à l'endroit de M. Farama, qui nous a quand même laissé voir un peu l'évolution de ce dossier dont le peuple burkinabé en général et le monde des médias en particulier attend des retombées et l'aboutissement surtout du dossier.
Et vu votre intervention, nous voudrions vous demander quel est le message que vous pourrez donner à ce peuple qui est vraiment insatiable jusque-là quant à l'avancée de ce dossier-là. Et déjà, vous dites de tenir bon parce que cela tend à s'aboutir. Est-ce que cela pourrait nous convaincre quand on voit la lenteur de ce dossier? Et en même temps, je voudrais savoir, étant donné que ce dossier avance cas, lentement dirais-je, est-ce que cela voudrait dire que le dossier pèse aussi lourdement d'un point de vue politique que celui de Thomas Sankara? Et une autre préoccupation est de savoir... Vous avez droit à une question. Ok, ben je voudrais enchaîner. Pour 2 questions, allez-y. Okay. Le journal indépendant aujourd'hui ne paraît plus. Est-ce que cela ne pourrait pas être vu comme étant une seconde mort de cet illustre journaliste d'investigation? Je vous remercie. D'accord. Alors, c'est deux ou trois questions à la fois, en même temps une question qui est adressée à Maître Farama et une autre question qui pourrait être attribuée à Jean-Claude Méda, en ce qui concerne l'apparition du journal L'Indépendant, ou à Germain Bichounama d'ailleurs. Maître Farama, vous avez la parole. Ce que je peux résumer de l'intervention tout à l'heure de l'étudiant listique, c'est de dire quel est le message fondamental que nous pouvons porter au peuple burkinabé, afin qu'il garde l'espoir. Parce que ce dossier paraît aller si lentement qu'on devrait désespérer. Vous savez, ça fait 20 ans que nous répétons la même chose. Dans la lutte des peuples, il n'y a pas un temps de péremption pour la demande de la justice. Ça n'existe pas. C'est même une question de vie, voire de survie. Le jour où un peuple n'aura pas compris, ou aura refusé de comprendre, qu'il doit être permanemment en veille pour demander plus de liberté, pour exiger que soit respecté le minimum qui est dû à un être humain, c'est-à-dire la vie. Il devra comprendre qu'il est appelé à disparaître. Vous savez, nous avons toujours dit ceci. La quête de la liberté et de la justice, c'est une quête de génération en génération. Chaque génération assume sa part de combat, transmet le flambeau à une autre génération. Malheur à la génération qui laissera le flambeau s'éteindre. Moi, j'espère que je ne serai pas de cette génération-là. Tant que nous serons vivants, je pense que le devoir que nous avons, évidemment, c'est de nous battre. Parce que je l'ai dit d'ailleurs à des camarades, je dis, la lutte et le sacrifice que Norbert Zongo a consenti pour nous, mais il faut le voir à un double plan. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous disons nous voulons justice pour Norbert Zongo, mais en vérité, avec honnêteté, disons-le, ce n'est pas pour Norbert Zongo, ce n'est pas uniquement pour Norbert Zongo que nous demandons justice. C'est d'abord pour nous-mêmes. Vous savez, Norbert Zongo, un peu comme les chrétiens, si on peut faire un parallèle, a versé son sang pour nous accorder la rédemption. Mais c'est une rédemption que nous devons mériter. Donc c'est pour cela que je pense qu'il n'y a pas un autre message que si nous voulons survivre, évidemment, nous devons nous battre, nous devons lutter. Maître Farama, nous avons posé une question que vous n'avez pas répondu. On vous a posé la question de savoir comment vous considérez la position aujourd'hui de Maître Olivier Sur vis-à-vis du doyen des juges burkinabé. Oui, je disais que pour moi, il était dans son rôle. Il est évident que vous avez utilisé un mot que je peux bien emprunter. Il fait de la digression. La question qui est posée, il semblerait qu'il prétend qu'il y aurait un faux commis par le juge dans le dossier. Mais c'est bien. Moi, ce que je dis à Maître Olivier Sur, s'il est si sûr de ses arguments juridiques, du haut de son titre d'ancien bâtonnier, parce qu'il aime bien l'évoquer, du barreau de Paris, mais qu'il vienne avec son client au Burkina devant la justice, devant des juges, lui et nous en face, mais nous parlerons de droit, on verra bien si son client a raison ou pas. Il y avait cette deuxième question de l'étudiant qui voudrait savoir ce que l'indépendant est devenu. Déjà, on sait que le journal ne paraît plus. Je voudrais demander à M. Nama, qui d'ailleurs, à la suite de l'assassinat de Norbert Zongo, a dû reprendre avec un certain nombre de confrères donc, ce journal-là,
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner des nouvelles par rapport à l'Indépendant? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui ce journal-là ne paraît plus? Non, je crois que la disparition du journal indépendant, de l'environnement médiatique du Burkina, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait regrettable. Parce que, au moins pour le souvenir et la mémoire de Norbert Zongo, on aurait souhaité effectivement que ce journal survive à lui. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans l'Indépendant, il y avait un seul journaliste à l'Indépendant, c'est Norbert Zongo. C'est-à-dire le pilier de l'Indépendant, c'était lui, en quelque sorte. Les autres, là, quand vous lisez l'Indépendant, vous avez Norbert Zongo, vous avez Henri Sebgo, vous avez Augustine Nana, qui est le nom de sa mère, c'est lui-même encore qui écrit. Les différents personnages, si vous voyez au fond, c'est lui-même. Donc sa disparition rime avec la disparition même de son journal, parce que c'est lui qui portait le journal. Après sa mort, effectivement, il y a un certain nombre d'amis qui sont portés effectivement pour continuer effectivement le combat, pour que la lumière se fasse justement autour de sa mort. Malheureusement, comme bien d'autres journaux, effectivement, ça n'a pas pu prospérer, parce que vous savez très bien qu'au niveau de la presse du Burkina, le problème, la gestion de la presse, de l'entreprise de presse, est toujours un problème. Et surtout quand, effectivement, les principaux animateurs du journal n'en sont pas les propriétaires, ça pose forcément des problèmes. Et donc, ça, c'est une explication que je donne, parce que j'ai pris du champ vis-à-vis de l'Indépendant en 2001, en 2002, et donc, depuis lors, sauf si je rencontre le fils, Guy, qui me donne de temps en temps des nouvelles, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Indépendant a totalement cessé de paraître. En fait, je pense que les journalistes, petit à petit, sont partis effectivement. Oui, mais est-ce que vous considérez ça comme une autre mort? Oh non, ne parlons pas de mort, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui sont nés et qui ont repris le flambeau, à commencer par l'Événement. Ensuite est venu des journaux comme Le Reporter, comme Le Courrier Confidentiel, comme Mutation. Il y a beaucoup de journaux qui sont intervenus, qui sont la suite, effectivement, du journal indépendant. On ne peut donc pas dire que la disparition, certes, ce titre a disparu, mais d'autres titres ont repris le flambeau, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Avant de demander l'avis de Jean-Claude Médard, on va rester avec vous, parce que vous représentez aujourd'hui Reporters sans frontières, si je ne me trompe pas, qui a été aussi actif dans la lutte contre ce crime, cet assassinat du 13 décembre 1998. Alors, aujourd'hui, quelle est la position des Reporters sans frontières? Pourquoi on ne vous voit pas visiblement comme par le passé? Est-ce que la lutte a essoufflé à votre niveau ou c'est quoi? Non, Reporters sans frontières continue de suivre la situation au Burkina Faso, et à tous les événements, ils sortent des communiqués. Évidemment, ils étaient très présents parce que justement, ils faisaient partie de la commission d'enquête indépendante. La commission n'existant plus, ils sont repartis en France, mais ils continuent de suivre. Et régulièrement, lorsqu'ils apprécient effectivement la situation de la liberté de la presse au Burkina, ils s'adressent à nous autres comme étant vraiment les témoins privilégiés de l'évolution de la presse au Burkina. Robert Ménard est parti, ensuite Julliard également est parti. Il y a eu de nouveaux, aujourd'hui c'est un nouveau qui est là, qui n'a pas piloté l'affaire Norbert Zongo, mais qui est parfaitement au courant. En août dernier, moi j'étais à Paris, à Reporters sans frontières, mais les gars, ils me connaissent tous sans m'avoir. Il y en a qui ne m'ont même pas vu, mais ils me connaissent tous. Quand on dit Nama Germain, et tout de suite c'est l'affaire Norbert Zongo. Donc vraiment, Reporters sans frontières s'identifie à cette affaire Norbert Zongo parce qu'ils ont joué un rôle extrêmement important à ce niveau-là. D'accord. En 2000,
2008, je crois bien, ça devait être le 10e anniversaire donc, de cet assassinat-là. Il y avait eu un baptême de rue de manière symbolique au nom de Norbert Zongo. Cela avait conduit à l'arrestation, ou en tout cas l'interpellation d'un certain nombre de responsables du collectif. Donc ça me permet de poser cette question à Bassolma Bazier. C'était l'époque où le collectif était assez actif. Et Albert a employé tout à l'heure le mot essoufflé. On a l'impression effectivement qu'aujourd'hui, le collectif n'est plus tout à fait sur le terrain ou bien n'a pas la même ardeur que dans les années 2000. Qu'est-ce qui se passe? Dire que le collectif est essoufflé, c'est porter des lunettes qui brouillent un peu la vision et je demande de les enlever. Norbert Zongo a semé des graines. Le doyen Bitou Nama vient de dire que même si le journal indépendant n'apparaît pas nominalement en tant qu'indépendant, ce que les journalistes font aujourd'hui qui est inscrit dans le sens de la défense de la liberté, de la dignité, de l'intégrité, de l'approfondissement de la démocratie, c'est une poursuite du travail de l'indépendant. Ce que les journalistes ont fait dans le cadre de l'insurrection populaire et de la résistance, c'est le travail de Norbert Zongo. C'est la suite de l'indépendant. Et de ce point de vue, quand on dit que le collectif est essoufflé, je demande d'enlever les lunettes qui brouillent la vision. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, qui a été créé le 16 décembre 1998, est venu après la création du comité pour le règlement des affaires pendantes en matière de droits humains, le 15 juin 1995, suite à l'assassinat des 2 enfants de Garango, Zidani Emile et Zigani Blaise. Que ce soit le CRADH, que ce soit le CODE-MPP, que ce soit la CCVC qui est venue après, le mouvement de résistance et le mouvement également de l'insurrection, ce sont des points nœuds qui indiquent que le peuple burkinabé sait tirer leçon, sait mettre en œuvre les conseils de ses dévanciers, que le peuple burkinabé sait regarder la direction qui est indiquée par les dévanciers et non regarder le bout des doigts. On peut dire, je vous donne 2 exemples pour montrer que le collectif ne s'est pas essoufflé. Oui, mais M. Bassolma, rapidement, 2 exemples. On est pris par le temps. Oui, je suis d'accord, 2 exemples. Le premier exemple, les gens trouvent que, par exemple, l'Assemblée nationale qui a pris feu, c'est lié à l'insurrection, c'est lié à ceux qui sont partis au niveau de l'Assemblée nationale. Le 10 avril 2000, les femmes du collectif des organisations démocratiques de défense, collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, les femmes ont fait une marche processionnelle sur l'Assemblée nationale. C'est Marc-Christian Kaboré qui était le président. Elles ont marché en pleurant sur l'Assemblée nationale. Ce jour, le collectif a dit qu'il n'y a plus d'institution Assemblée nationale. Donc le fait que l'Assemblée nationale ait pris feu, un certain 30 octobre 2014, ça avait été brûlé déjà le 10 avril 2000, parce qu'on a calciné des enfants du Burkina. C'est un deuil. Deuxième exemple que je prends... 2000, on était au début de la lutte quand même. Vous étiez encore suffisamment énergique. Mais justement, voilà pourquoi on dit, nous interpellons tous ceux qui vont à l'université. S'asseoir dans un amphi, recopier des leçons, c'est une chose. Avoir des diplômes, les accumuler, c'est une chose. Mais avoir des diplômes, être techniquement compétent sans être politiquement conscient, c'est une bavure de la République. Parce que ce qui a fait que le mouvement sur la revendication de la justice et de la vérité pour Norbert Zongo, quand nous avons appris l'assassinat le dimanche 13 décembre, le lundi 14 décembre, nous étions toujours au campus. Nous avons fait une marche processionnelle sur son domicile. On a livré un message, après nous sommes revenus à la morgue, avant de revenir au siège. Oui, pas seulement basé. Les dernières nouvelles du collectif, c'est quoi? Les dernières nouvelles du collectif, l'ensemble, oui, justement, les dernières nouvelles des collectifs, par exemple, quand vous prenez la CCVC, ce que la CCVC fait, quand vous prenez l'ensemble des organisations au niveau de la société civile, au niveau des organisations des travailleurs, qui s'organisent, même dans la paysannerie, ainsi de suite, c'est un acquis du collectif. Pourquoi? Parce qu'il fallait se battre, libérer les espaces de liberté pour qu'on puisse avancer. Et même ceux qui sont au pouvoir, qui ont pu démissionner un certain janvier 2014 et créer le MPP, c'est lié aux espaces de liberté qui ont été arrachés par le collectif. Est-ce que c'est encore le bon mariage entre le collectif, les partis politiques et les organisations? Nous disons que l'histoire du peuple burkinabé, à travers l'ensemble de ces luttes,
indique qu'il y a des instances où véritablement on doit savoir, au-delà de nos apparences différentielles politiques, société civile, on doit parler de la même voix. Et c'est ça qui a recommandé qu'on se mette ensemble. Est-ce que vous parlez la même voix jusqu'aujourd'hui? Aujourd'hui, le collectif, tous ceux qui sont au sein du collectif continuent de parler de la même voix. Maintenant, il ne nous appartient pas de nous justifier sur la part de ceux qui ne sont pas dans le collectif. C'est à eux de venir devant leurs responsabilités et puis se justifier. D'accord. Nous sommes toujours sur le terrain. On va revenir à vous tout de suite. On va revenir à vous tout de suite. On aurait aimé continuer, malheureusement, on est pris aussi par le temps. Jean-Claude Méda, vous n'avez pas parlé il y a longtemps. On va vous demander de façon succincte de répondre à la question de M. Sanduidi, qui voudrait savoir est-ce qu'aujourd'hui la disparition de l'Indépendant ne pose pas problème? Je dois dire que la disparition du journal L'Indépendant, à mon avis, ne signifie pas la mort du journalisme d'investigation que Norbert Zongo a pratiqué. Germain Nama l'a dit. Aujourd'hui, dans le champ d'investigation, nous avons plein de journaux qui ont opté pour faire de l'enquête journalistique. Et ça, c'est une avancée. Et je crois que chaque 13 décembre, sur la tombe de Norbert Zongo, ses confrères renouvellent leur engagement de poursuivre la lutte, non seulement pour la vérité et la justice, mais également de tenir au lever le drapeau donc, du journalisme d'investigation qu'il a pratiqué. D'accord. Alors, mieux juste, je vais illustrer que ce n'est pas mort parce qu'aujourd'hui, nous avons, au plan africain, le centre a institué le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation qui est délivré tous les 2 ans à l'occasion du Festival international de la liberté de la presse. Mieux, le Centre national de presse Norbert Zongo héberge aujourd'hui un projet dénommé Cellule nationale Norbert Zongo de journalisme d'investigation pour l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que le journalisme d'investigation aujourd'hui a de beaux jours et il va plutôt en croissance et également en efficacité. D'accord. On va revenir sur la question d'utilité publique. On prend une question dans le public. Et cette question, cette fois-ci, c'est l'université Ouaga, professeur Joseph Kizerbo, les étudiants du département de communication et journalisme. Alors, vous pouvez poser la question. Vous avez droit à une question. Je suis Nyenye Abdul Rahim. Je suis du département communication et journalisme de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Et je m'adresse à Maître Farama. Aujourd'hui, tous les Burkinabés attendent la décision finale de la justice française pour l'extradition de François Compaoré. Mais on a remarqué que après l'extradition, peut-être, on va peut-être dégager des sommes pour le procès, avec l'argent du contribuable, bien sûr. On a remarqué que la justice burkinabé, quand on ouvre un dossier, après, ce sont des libertés provisoires. Et je n'ai pas envie de dire, après les libertés provisoires, ce sont des disparitions totales. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous donnez comme rassurance au peuple burkinabé afin d'être rassuré que François Compaoré, il va répondre, bien sûr, s'il est coupable, des actes qu'il a commis? Merci. Oui, Maître Farama, merci. La question vous est adressée. Bon, enfin, je vois que de pouvoir vous m'en donner au-dessus de mes capacités, hein, quelle assurance ma modeste personne, même fus-je avocat de la famille, l'un des avocats de la famille, puis-je donner au peuple burkinabé que si François Compaoré est extradé, il sera convenablement jugé, condamné et purgera convenablement sa peine. Non, je n'oserais pas m'engager sur ce chemin. Je veux dire que ce combat-là, ce n'est pas le combat des avocats. Il faut bien qu'on comprenne une chose. Ne pensez pas que les avocats sont des magiciens. Ce que nous faisons, nous apportons juste notre pierre à l'édifice. Notre pierre à l'édifice, c'est notre savoir technique du point de vue du droit pour contribuer donc à la fin de l'impunité au Burkina, notamment, particulièrement en ce qui concerne cette affaire. Mais ce combat-là, c'est le combat de tout le peuple burkinabé. Alors je pense que vous êtes aujourd'hui mieux placé. Le flambeau, je pense, de plus en plus, il vient vers vous, vers votre génération. Vous êtes des journalistes,
vous allez reprendre un lourd flambeau, qui est celui de continuer la lutte que Norbert a déjà engagée, qui est celui de continuer la lutte que vos prédécesseurs, que tous les Burkinabés ont entamée. Non, je crois qu'il faut plutôt appeler tous les Burkinabés à se dire une chose. Moi, je n'aime pas quand on fige la lutte des peuples dans un carcan de temps. On ne lutte pas pour soi, on ne lutte pas pour une génération. On lutte pour toute une vie. La nôtre, celle de nos enfants, celle de nos arrière-petits-enfants. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait la seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne prêche pas pour avoir raison aujourd'hui. Je prêche pour que ce que je pense être vrai, ce que je pense être ma raison, vale demain, mais surtout pour toujours. Et c'est ça l'essentiel. Il faudrait que le combat que nous menons aujourd'hui, qu'après nous, il reste toujours vif et qu'il soit mené, jusqu'à ce qu'aucun autre pouvoir dans ce pays n'ait à l'idée, même une seconde, de penser qu'il peut mettre fin à la vie d'un journaliste impunément. Comme on le disait avant, je vais terminer là, selon le slogan qui était bien courant à l'époque au sein des militaires, enfin du RSP et de la junte au pouvoir, je l'appelle junte, c'est un mot choisi. Si tu fais, on te fait. Je pense que ce n'est plus possible. Alors, merci beaucoup. Oui, j'aimais, Nama Bitou, vous voulez réagir très rapidement. Juste pour dire qu'il ne faut pas faire une fixation sur l'extradition de François Compaoré. Parce que même sans François Compaoré, on peut juger l'affaire Norbert Zongo. Parce que le dossier a évolué favorablement. Maître disait que, bon, il y a des éléments d'instruction qu'on ne peut pas livrer parce que c'est couvert par le secret. Et ça a avancé parce que vous savez, nous avons été suivis de près ce dossier. Les éléments que nous avons ressortis en son temps qu'on ne pouvait pas vérifier parce que justement il y avait des obstructions, eh bien, aujourd'hui c'est ressorti et compte tenu de la nouvelle situation, on a avancé sur un ensemble de points. Lui-même, François Compaoré, avant de fuir, il a été entendu 2 fois par le juge d'instruction. Ça, c'est important. On va confronter justement ces paroles à ce que, disons, ces différentes déclarations, on va les confronter et on saura, parce qu'il disait, par rapport aussi à ceux qui interviennent dans le dossier et qui ont une part de la vérité, qui sont mêlés à cette affaire, ben, on va confronter ces paroles et on saura. Moi, je pense que le procès peut avancer sans François Compaoré. Ne pensez pas qu'une fois que, si la France décide de ne pas extrader François Compaoré, c'est fini, ça n'est fini du dossier Norbert Zongo. Non, ce n'est pas ça. Le dossier Norbert Zongo va avancer, nonobstant le fait que, éventuellement, François Compaoré ne pourrait pas venir. Mais moi, je pense qu'il va venir, parce que j'ai confiance aux éléments qui sont là. Nous avons effectivement publié un certain nombre d'éléments dans notre dernière livraison qui montrent que les prétentions même de, comment il s'appelle, Maître Olivier sur là, ce qu'il a dit, ça ne tient même pas, parce qu'en fait, ce que le juge d'instruction a produit à Paris, c'est exactement le rapport de la commission d'enquête indépendante dont nous avons donné la partie dont a parlé Maître Olivier Sur. Mais où est la falsification? Voyez-vous? Donc moi, personnellement, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Vous êtes en confiance, il n'y a pas de problème. Oui, Bassolma Bazé souhaite réagir. Je voudrais, peut-être que c'est la question à laquelle vous allez répondre. Quelle importance vous accordez à la volonté politique dans un dossier comme celui-là? On sait que le dossier avait connu un non-lieu. Il a fallu l'insurrection populaire, un gouvernement de transition pour le rouvrir. Je parlais tantôt du baptême de rue. C'est en 2015, à l'occasion de la transition, qu'une rue a été baptisée au nom de Norbert Zongo. Est-ce que vous pensez que cette volonté politique-là est nécessaire pour l'aboutissement d'un tel dossier? Pour moi, je ne compte pas sur une volonté politique. Je compte sur la détermination du peuple burkinabé. Pour 3 raisons. La première raison, au premier meeting, le 19 décembre 1999, le professeur Joseph Kizerbo, paix à son âme, s'est adressé à tous ceux qui étaient mobilisés. Il a demandé aux gens, est-ce que nous sommes couchés? Nous avons dit non. Est-ce que nous sommes des caïmans pour nous coucher? Nous avons dit non. Il a dit, de toute façon, si nous nous couchons, nous sommes morts. D'où est parti le slogan Nanlara Ansara.
Il n'y a pas de volonté politique à avoir, il y a une volonté politique à imposer. Norbert Zongo, dans ses dernières éditions, a dit, dans ce pays, lui, il lance un appel à 3 entités. Les intellectuels opportunistes, qui écrivent pour montrer que la répression, c'est un simple maintien d'ordre, qui vendent leur conscience, qui embellissent les actions de répression. Il a lancé un appel aux politiciens de circonstance qui rejoignent l'ennemi d'hier avec toute arme et bagage, en attendant de se faire jeter en prison. Il a aussi jeté un appel à l'endroit pour de la 3e entité, après les intellectuels de circonstance, les politiciens de circonstance et opportunistes. Il a dit ceux qui estiment que ça ne m'engage pas pour le moment, pourvu que mon salaire continue de tomber, pourvu que ma famille n'ait pas de problème, pourvu qu'on n'attende pas à ma vie. Voilà une façon aussi malsaine de se donner un sens à sa vie. Il n'y a pas de pourvu que. De toute façon, si on s'endort, Norbert a indiqué la direction à prendre. Si on s'endort et que l'autocratie et que la répression s'installe, on viendra vous extirper de votre matelas et vous fouetter. Nous avons intérêt tous à imposer la volonté politique qui doit permettre au peuple d'être sur la bonne voie, avoir la vérité et la justice. C'est la fin de cette émission. Alors, avant de fermer cette émission spéciale Club de la Presse, nous allons inviter nos amis qui sont de l'autre côté, qui sont en train de faire la fresque, qui va servir la campagne de communication à partir du 20 octobre jusqu'au 13 décembre prochain. Ils vont nous expliquer cette fresque qui est en train d'être dessinée derrière nous. Merci. Pendant que nous réalisons l'émission, vous étiez en train de dessiner la fresque. Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce que c'est que cette fresque? Bonsoir et vraiment merci à tous. D'habitude, en fait, moi je laisse le public me donner leur description de ma toile. Mais comme on me le demande, je pense que je vais essayer de l'exécuter pour déjà ne pas être comme la justice burkinabé. J'ai juste eu l'idée de présenter une horloge de sable, en fait, dans le nombre qui compte de haut en bas. Et plus le sable descend jusqu'en bas, ce qui fait que le chronomètre est en marche et que ça marche et ça est sur une bonne voie. Mais là, si vous regardez bien le sable en haut, pour ne pas mettre rien du tout en bas, j'ai au moins mis quelque chose parce que voilà, il y a eu pas mal d'événements, il y a eu pas mal de marches à la recherche de cette justice qui n'a jamais été à bout. Donc, ce qui fait que le sable au moins descend un peu, mais pendant 20 ans au moins avec une petite bol de verre de sable qui ne descend pas pendant 20 ans, c'est que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il y a une très très grande hypocrisie à quelque part au niveau de la justice burkinabé et ça je pense que ce n'est pas vraiment applaudi. En tant que peintre, je pense que nous aussi on va continuer de peindre et de rechercher la justice dans tous les niveaux en fait. Vraiment, je pense que ça me va comme explication. Mesdames et messieurs, c'est avec la description de la fresque que nous refermons cette émission spéciale Club de la Presse. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci à tous les invités qui étaient sur ce plateau. Il s'agit de Jean-Claude Méda, président d'honneur de l'AJB, l'Association des journalistes du Burkina, et représentant le Centre national de presse Norbert Zongo. Merci également à Bassolma Bazé, le secrétaire général de la CGTB et vice-président du CODE-MPP, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Merci aussi à Germain Namabitu, ancien ami et collaborateur de Norbert Zongo. Il est le directeur de publication du journal L'événement. Enfin, merci à Maître Prosper Farama, avocat dans le dossier Norbert Zongo. Et à Boukari Woba également, qui a co-présenté cette émission avec moi. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef du journal Mutation. Merci, Boukari Woba.
Alors, on va dire également un grand merci à ce public qui a été dynamique, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci aux élèves stagiaires de l'ISTIC, l'Institut des sciences techniques de l'information et de la communication. Merci aussi aux étudiants du département de communication et journalisme de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizebo. Merci à tous et rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de l'émission Club de la Presse.